Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. L'Europe peut-elle résister à la puissance de la Chine? La bataille commerciale est-elle perdue d'avance? Les exportations chinoises vers le vieux continent atteignent en tout cas des niveaux records en cette année 2026. L'Europe est-elle prise en étau entre la Chine et les États-Unis qui se livrent une féroce bataille? C'est aussi l'une des questions que l'on va se poser. Bonsoir Jean-Marc Daniel. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes économiste avec nous également. On va peut-être signaler votre livre dans quelques instants. Rémi Bourgeot, économiste, ingénieur et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut international des relations, Institut des relations internationales et stratégiques. Et puis Demet Korkmaz, spécialiste économie à TV5 Monde. On commence avec vous, Demet, pour bien que l'on comprenne le sujet. Faisons un état des lieux des relations commerciales entre la Chine et les 27, puisque l'on dit que c'est très déséquilibré. Alors, on va parler d'un seul chiffre, puisque c'est celui-là qui nous intéresse. C'est le déficit commercial des Européens vis-à-vis de la Chine, 360 milliards d'euros. Traduction, les Européens perdent chaque jour l'équivalent quasiment d'1 milliard d'euros. Cet écart, il est dramatique d'une certaine manière parce que c'est aussi la traduction de la désindustrialisation des pays européens. La désindustrialisation, c'est aussi des pertes d'emplois. Entre 2019 et 2023, en 4 ans, les pays européens ont perdu l'équivalent d'1 million d'emplois de postes manufacturés. Aucun pays n'échappe à ce rouleau compresseur chinois. La Pologne a perdu 280 000 emplois, la République tchèque 160 000, la Roumanie plus de 140 000, l'Allemagne 130 000 et la France 53 000. Mais la France a commencé cette désindustrialisation, ce processus depuis un peu plus longtemps quand même. Une véritable saignée, près de 300 000 en Pologne en perte d'emploi. Comment expliquer ce déséquilibre, Demet ? Alors, l'OCDE a publié hier un rapport qui est très intéressant, qui porte sur l'ampleur des subventions publiques de la Chine à ces entreprises. Elles sont 3 à 8 fois supérieures par rapport à ce qui est pratiqué ici en Europe, mais plus globalement au sein des pays de l'OCDE. On parle vraiment d'un dopage industriel, puisqu'en 2024, les subventions chinoises représentaient 108 milliards de dollars. 108 milliards, c'est l'équivalent de 4% du PIB chinois. Son niveau n'a jamais été aussi élevé depuis la crise des subprimes. Pour info, en Europe, c'est 2% seulement. Si bien que d'après cette étude, 60% des parts de marché obtenues par les entreprises chinoises seraient la conséquence de ces aides massives de Pékin. Et Jean-Marc Daniel, ces subventions chinoises dont nous parle Demet, c'est ça le problème, c'est de la concurrence déloyale, du dopage, comme on vient de l'entendre? Écoutez, je ne suis pas d'accord avec ce genre d'approche. Pour les gens qui me suivent, ils le savent depuis longtemps. D'ailleurs, à la fin du 19e siècle, il y avait une grande formule en Europe qui était de dire que l'ouvrier à 5 sous vaincrait l'ouvrier à 5 francs. L'ouvrier à 5 sous, c'était l'ouvrier chinois, et l'ouvrier à 5 francs, c'était l'ouvrier français. Et on nous a annoncé déjà en 1897 que la Chine était déloyale et qu'elle allait pulvériser notre industrie. Ouais. Quand je fais le bilan de ce qui se passe... Le fameux péril. Oui, le péril, c'était le péril jaune, exactement. Ouais. Quand je fais le bilan de tout ça, je ferai 3 remarques. La première, c'est que ces 108 milliards de subventions, c'est nous qui en bénéficions. Parce que concrètement, les prix qui sont à pratiquer après sont des prix qui sont bas. Et quand on n'arrête pas de dire qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, s'il y a des prix bas, ça permet d'avoir du pouvoir d'achat. Je rappelle quand même que depuis l'entrée de la Chine dans l'OMC, le gain en pouvoir d'achat de chaque ménage français par an est d'environ 1 500 €. C'est-à-dire, grâce à la politique et à l'insertion de la Chine dans le commerce international, on gagne 1 500 €. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'il n'y a pas que la Chine à la surface de la planète. C'est-à-dire que, effectivement, on a un déficit vis-à-vis de la Chine, mais on a globalement un excédent. L'Union européenne a un excédent, c'est un des principaux excédents à la fois commerciaux et surtout un excédent de balance des paiements courants. C'est-à-dire que vous prenez une entreprise comme Total, que tout le monde critique. Total gagne beaucoup d'argent, mais pas par son activité en France. Total gagne beaucoup d'argent parce qu'elle a investi à l'étranger. Et le destin de l'Europe, c'est d'investir à l'étranger. Le premier investisseur mondial à l'étranger, c'est l'Allemagne, devant le Japon. Et donc, vous avez une capacité de l'Europe à se projeter vers des territoires autres. Sur la dernière année, l'Union européenne a signé des accords commerciaux avec le Vietnam et avec l'Inde, qui sont les endroits où va se construire la croissance économique de demain. Mais enfin, ça implique quand même une très grande dépendance. On l'a vu ces dernières années avec les différentes crises et les différents chocs. L'Europe, avec cette désindustrialisation, est excessivement dépendante à la fois des matières premières, des chaînes d'approvisionnement. On ne peut pas dire que c'est
uniquement du pouvoir d'achat en faveur des Européens. Alors juste, je vais répondre à ça, puis ensuite on donnera la parole à l'autre intervenant. Ce sera mon troisième point de vue, c'est qu'effectivement, je vais prendre un exemple simple sur la dépendance. Au moment de l'affaire du Covid, on était dépendant des masques chinois, et je vous souvenez des démonstrations politiques qui avaient été faites à l'époque, et en particulier notre président de la République avait inauguré une usine de masques au printemps 2021 en disant désormais nous ne serons plus dépendants. Et puis cette usine avait pris l'engagement de recruter entre 150 et 200 personnes à l'horizon des 5 années suivantes. 5 ans après, cette usine a été fermée. Pourquoi ? Parce que nous ne procurons pas des masques, nous ne les achetons plus en Chine, mais nous les achetons au Vietnam. Le véritable enjeu du commerce international, c'est d'éviter d'être dépendant, là où je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pour éviter d'être dépendant, il faut diversifier ses fournisseurs et ses clients. Alors Les deux pays où il y a le plus de croissance en ce moment, c'est pas la Chine, c'est l'Inde et l'Indonésie. Et ce ne sont pas des petits pays en termes de démographie et en termes de puissance économique. Bon, Rémi Bourgeon, on avait intitulé ce débat « L'Europe peut-elle résister ?» Visiblement, la Chine, ce n'est pas du tout un frein pour les 27. Si l'on écoute Jean-Marc Daniel, vous êtes d'accord ? Non, je pense qu'on est vraiment à un point d'inflexion. Donc, je pense que Jean-Marc Daniel a raison dans une partie de son raisonnement. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont accueilli ces coups bas, cet accroissement du pouvoir d'achat qui ont permis les importations chinoises à un moment. Aujourd'hui, se pose la question de la sophistication industrielle. La Chine a énormément progresser et nos réservoirs quelque part de valeur industrielle. Là, nous avions en Europe un avantage, s'amenuise de plus en plus. Et évidemment, les pays européens sont touchés de façon différente. La France a été affectée beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, la situation est très préoccupante pour l'Allemagne et c'est pour ça que ce pays revoit assez radicalement sa position sur la question des relations commerciales avec la Chine. Elle était très excédentaire, elle est devenue déficitaire dans les relations bilatérales sino-allemandes. Et aujourd'hui, la situation, ce qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme, c'est l'automobile, évidemment, avec l'énorme progrès des Chinois dans l'automobile électrique et cette déferlante et le retard européen. Donc, il ne s'agit pas simplement de blâmer la Chine, évidemment. Les subventions jouent un rôle. Il s'agit aussi du taux de change qui est sous-évalué, mais ça n'explique pas tout. Les Chinois ont énormément progressé et nous, à l'inverse, les différents pays européens se sont reposés sur des forces passées et c'est notamment le cas pour l'Allemagne et pour la France. Ensuite, évidemment, l'Europe a aussi encore d'importants points forts. On le voit dans l'aéronautique où elle est encore beaucoup plus avancée que la Chine. L'avion chinois, le Comac, n'est pas à ce stade un bon avion, mais on voit ce bond. Et justement, en fait, toute cette idée européenne de laisser filer les choses reposait sur l'idée qu'on garderait toujours une avance dans ce qui était le plus sophistiqué. Et en fait, les différents peuples sont tout à fait capables aujourd'hui de progresser, Rémi Bourgeot, et aujourd'hui, le réveil est un peu brutal pour les Européens. J'aimerais qu'on écoute à présent le commissaire européen Stéphane Séjourné qui a présenté il y a 2 mois le programme Made in Europe qui porte sur la préférence européenne. Et il parle, il évoque un changement de doctrine de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine. On l'écoute. Nous devons renforcer nos secteurs stratégiques en Europe, car sans base industrielle forte, pas de modèle social européen, pas de transition climatique, pas d'autonomie stratégique. Notre objectif est clair, ramener l'industrie à 20% du PIB européen d'ici 2035 contre 14% aujourd'hui. Alors, Rémi Bourgeot, il y a ce Made in Europe, il y a un plan de sauvegarde pour l'acier, la taxation des petits colis, la loi anti-dumping, toute une série de mesures. Mais est-ce que ces mesures, qui sont très souvent sectorielles, forment une stratégie ? Alors, certaines sont nécessaires, évidemment. Alors ensuite, est-ce que ça suffit pour former une stratégie ? La réponse est non. Il ne s'agit pas simplement d'aller désigner des secteurs par-ci par-là, d'aller, nous, de notre côté, mettre des subventions, essayer de désigner
des champions en n'ayant pas nécessairement la bonne analyse des technologies futures. C'est ce qu'on a vu dans énormément de secteurs industriels où l'État planificateur n'existe plus vraiment. On l'a vu avec France 2030 notamment, et on se réveille avec la Chine qui, elle, a un système de planification qui est efficace avec plein de défauts. Il ne s'agit pas évidemment d'imiter la Chine à la lettre, mais il y a une déferlante, véritablement une énorme montée en gamme. Donc là, il y a des réponses sectorielles, des mesures douanières à apporter, mais le fond du problème, c'est de remonter en gamme, d'inverser le déclin éducatif et de réenclencher une véritable dynamique de développement économique, humain et industriel. Donc c'est une stratégie vraiment globale qu'il faut avoir. Une vaste stratégie. Juste 2 chiffres pour que l'on compare, si vous le voulez bien maintenant. 23% des produits importés par l'Union européenne proviennent de Chine. On vient d'évoquer l'acier, les véhicules électriques qui sont taxés, les petits colis, nous disait Demet. 9% des produits importés par les États-Unis proviennent de Chine. C'était 22% en 2018. Et il y a quand même 2 mondes différents. On comprend bien ce que vous nous disiez sur le pouvoir d'achat. Mais comment expliquez-vous un tel écart? Est-ce que l'Europe d'Ursula von der Leyen, qui est d'ailleurs parfois très critiquée, la présidente de la Commission européenne, est-ce qu'elle n'est pas capable de taper du poing sur la table face à la Chine? Mais encore une fois, par peur d'engager un bras de fer commercial. La question qui se pose, c'est pourquoi engager un bras de fer alors qu'on a des outils qui sont autres que des outils d'affrontement. D'abord, notre situation n'est pas celle des États-Unis. Les États-Unis ont un déficit commercial de 1000 milliards de dollars. Nous avons un excédent commercial et un excédent de balance des paiements courants. Et quels produits européens on retrouve, si on prend la France par exemple, en Chine? Écoutez, je vais prendre un exemple. Vous allez me dire les spiritueux et le vin. Oui, par exemple, vous savez, il y a un député qui s'est fait une gloire dans ce pays, qui vote systématiquement pour les accords de libre-échange, alors que toute notre représentation nationale, indépendamment des aspects de pouvoir d'achat, vote systématiquement contre ces accords de libre-échange. C'est la députée de Cognac. Parce que 80% du cognac est exporté. Alors on ne peut pas vivre qu'avec du cognac, mais on exporte pas mal de choses. Je vais prendre un exemple très simple. Le cas du Japon. Le Japon a un déficit commercial d'environ 100 milliards de dollars. Le Japon a un excédent de sa balance des paiements courants de 200 milliards de dollars. Parce que le Japon, il a compris qu'il ne pouvait plus exporter des biens. Il était obligé d'exporter de l'épargne, parce que des biens, ça suppose des hommes, et des hommes, il n'y en a plus au Japon. Or, l'Europe est dans la même situation démographique, potentiellement, que le Japon. Il faut préparer, effectivement, l'économie à construire, on l'a dit, c'est le capitalisme cognitif, et puis c'est aussi la silver economy. L'Europe doit se préparer à, effectivement, prendre en compte les besoins de sa population, et donc utiliser son épargne pour aller vers les endroits où il y a des jeunes, et pas craindre l'avenir en se disant, la Chine va nous empêcher d'avoir des usines. C'est notre démographie qui va nous empêcher d'avoir des usines. Ce débat ne consiste pas à dire évidemment que la Chine est responsable de tout et des difficultés de l'Europe. D'ailleurs, Demet, j'aimerais que l'on parle avec vous de l'innovation et des brevets, parce que les Chinois, eux, ils y vont. Si la Chine est capable d'avoir un excédent commercial d'1 milliard de dollars, c'est aussi parce qu'elle a fait un bond en avant technologique qui est assez remarquable. En 10 ans, la Chine a triplé ses dépôts de brevets. La Chine, à elle toute seule, représente 49% des brevets déposés, arrive très loin derrière les États-Unis. L'Europe, regardez, n'arrive qu'en 5e, 4e position avec juste 5%. La Chine, l'année dernière, a déposé 200 000 brevets. L'Allemagne en a déposé 25 000, la France en a déposé 17 000. Il y a un écart considérable. Est-ce que s'il ne faut pas livrer bataille de manière frontale, est-ce que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent, c'est-à-dire sur l'innovation, sur la recherche et le développement ? Et c'est évident que c'est là-dessus qu'il faut remettre le paquet. Effectivement, on l'a dit, la baisse de la qualité de l'enseignement en Europe est devenue le véritable problème. Le problème, c'est pas le fait que la sidérurgie en Europe, elle est en crise depuis le rapport d'Avignon de 1975. Donc, c'était pas la Chine qui était à l'origine des problèmes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là aussi, on a une vision de la Chine qui est une vision un peu idéalisée par les Chinois eux-mêmes. Ils nous ont annoncé l'année dernière qu'ils avaient dégagé un excédent commercial de 1200 milliards de dollars. 1200 milliards de dollars. Mais quand vous regardez, pour qu'il y ait cet excédent commercial, il faut qu'il y ait un déficit commercial de leurs partenaires qui soit l'équivalent. Or, on ne le retrouve pas. Ce qui fait que le FMI ramène l'excédent extérieur de la Chine, en réalité, à 600 milliards de dollars, en disant il y a toute une partie des choses qui sont liées justement à la rémunération de brevets, qui sont liées au rapatriement de capitaux, notamment par les investisseurs japonais en Chine. Donc, je crois qu'il y a une véritable réflexion à avoir sur
Nous sommes un pays et nous sommes une zone qui vieillit, nous sommes une zone qui a de l'épargne, nous sommes une zone qui doit regarder vers les endroits où dans le monde va se construire la croissance. L'avenir, c'est pas de fuir la Chine, c'est d'aller vers l'Inde. Vers l'Inde. Vers l'Inde, l'Indonésie. L'Afrique. L'Afrique. Écoutez, vous regardez la dernière statistique qui vient de sortir sur la situation industrielle en Afrique, nous indique que la première puissance industrielle de l'Afrique maintenant, c'est le Maroc. On en a parlé il y a quelques jours. Et donc l'Afrique du Sud, qui était la tradition, le pays traditionnellement important en Afrique, est en train de reculer, non pas dans l'absolu, mais par rapport au Maroc, parce que vous avez une dynamique de croissance dans ces pays à laquelle il faut que l'Europe s'associe. Rémi Bourgeot, est-ce qu'on peut dire, on a l'impression en tout cas que l'Europe elle est tout de même prise en tenaille, en étau entre ces deux géants, États-Unis, Chine, qui se livrent une féroce bataille commerciale, vrai ou faux ? Oui, l'Europe s'est tout à fait laissée dépasser. Ça fait en fait 30 ans après qu'on ait raté le tournant de l'électronique et des nouvelles technologies de façon assez générale. Et aujourd'hui, l'accent est mis justement sur ce secteur, sur l'intelligence artificielle et tout ce qui le rend possible, avec en particulier les semi-conducteurs. Vous avez Nvidia aux États-Unis qui conçoit les puces. Elles sont produites en très grande partie en Asie, à Taïwan, en Corée du Sud également, et la Chine met en œuvre des moyens absolument incroyables, presque illimités, pour les rattraper, aussi bien dans la conception que dans la production. Donc il y a des batailles qui se jouent de façon très ferme, à la fois sur le plan de l'excellence technologique, et aussi une bataille des prix, évidemment. On le voit dans l'IA avec les modèles que produisent, que conçoivent maintenant les entreprises chinoises. Et derrière, il y a évidemment la question de la robotisation. On parle de vieillissement de la population, ça va être de plus en plus essentiel pour maintenir la production, la productivité.